7 morts en Espagne, une marche difficile vers la démocratie. Municipal et pluralisme, Jacques Chirac s'en réfère au président de la République. Coup d'envoi de la semaine sociale, des perturbations dès ce soir à la SNCF. Mode 77, les jupons s'envolent, point de vue de Paul Lefebvre. Après les émeutes du Caire, l'Égypte de Sadat remise en question, c'est le dossier du journal. Madame, Monsieur, bonsoir. En Espagne, les événements de ces 3 dernières journées, dont le dernier en date est l'assassinat cette nuit de 5 avocats membres du Parti communiste, ont eu pour effet de rapprocher encore un peu plus tous les partisans d'un changement politique en douceur, d'une démocratisation du régime dans le calme. La preuve, pour la première fois hier soir, le gouvernement et les partis de l'opposition de gauche ont lancé ensemble un appel au calme auquel les syndicats se sont d'ailleurs ralliés aujourd'hui. Ce rassemblement, d'intérêts souvent divergents, n'a été rendu possible que parce qu'en Espagne, tous les hommes politiques responsables se sont rendus compte que ces événements tragiques sont l'œuvre d'extrémistes d'un bord ou de l'autre qui ne veulent absolument pas que la réforme actuellement en cours aboutisse. Sur ces différents aspects de la situation en Espagne, nous allons revenir dans quelques instants avec notre envoyé spécial Paul Naron. Mais avant, les faits dans l'ordre chronologique. Dimanche 23 janvier, manifestation à Madrid en faveur de l'amnistie totale pour les prisonniers politiques. La manifestation est interdite, la police est là, il y a des affrontements. Soudain dans la foule, un homme sort un revolver, crie « Vive le Christ roi » et ouvre le feu sur un étudiant qui meurt sur le coup. Une organisation, l'Alliance anticommuniste, avertit qu'elle sera présente dans toutes les manifestations de ce genre. Un suspect est arrêté, un Argentin d'extrême droite. Hier matin, le général Villaescusa est enlevé devant son domicile. C'est un des plus hauts personnages de la hiérarchie militaire, un dur du régime franquiste. L'organisation d'extrême gauche, Grapo, revendique l'enlèvement, le deuxième après celui de M. Deoriol, dont on ne sait toujours pas s'il est mort ou vivant. Hier encore, au cours d'une nouvelle manifestation, une jeune fille meurt au milieu des affrontements entre forces de l'ordre et étudiants. Enfin, aujourd'hui, 2 hommes débouchent dans un cabinet d'avocats, ouvrent le feu. Il y a 5 morts et 4 blessés, tous sont communistes. En 48 heures, 7 morts. C'était malheureusement prévisible. Voilà ce que tout le monde répète depuis ce matin à Madrid. Madrid quadrillé par les forces de l'ordre et une Espagne qui vit les heures les plus dramatiques de l'après-franquisme. Malheureusement prévisible, en effet, quelques heures à peine après l'enlèvement du lieutenant-général Villaescusa par un groupe qui se réclame de l'extrême gauche, l'extrême droite a répondu cette fois brutalement en tuant 4 avocats proches des partis de gauche. Les assassins appartiennent donc cette fois à l'extrême droite, résidu du dernier carré des franquistes purs et durs qui veulent empêcher à tout prix et par tous les moyens le gouvernement de Juan Carlos de continuer son processus de démocratisation. Cette extrême droite qui tente aussi de s'opposer à l'amnistie que réclament tous les partis de gauche et bien sûr à la légalisation du Parti communiste espagnol. Et puis, en enlevant hier le haut dignitaire de l'armée, quelle que soit leur appartenance, les ravisseurs pensaient bien faire réagir et brutalement les militaires. Mais aujourd'hui, tous les chefs de l'armée ont réagi et ont réaffirmé leur soutien au roi Juan Carlos et à son Premier ministre, Adolfo Suárez. Il n'y aura donc en principe pas de danger, pas de surprise du côté des casernes, toujours fidèles à la couronne espagnole. Enfin, la gauche s'est solidarisée, et c'est la première fois avec le gouvernement, pour condamner tous ces actes de terrorisme. 6 morts et un enlèvement en l'espace de 48 heures à peine, c'est suffisant, je crois, pour affirmer que toutes les lois, que plus d'1 an après, les institutions du franquisme n'ont pas totalement disparu et que les vieux démons hantent toujours l'Espagne de Juan Carlos. Oui, je voudrais apporter une précision sur ce que vient de dire Paul Naron, qui, juste avant ce journal, a enregistré son papier sans savoir ce que nous avons appris juste en commençant, qu'il y avait eu un avocat de plus était mort, c'est-à-dire ils sont au nombre de 5 contre 4 en début d'après-midi. Fin du voyage du président de la République en Arabie Saoudite. Monsieur Giscard d'Estaing est rentré à Paris. Avant son départ, dans sa dernière conférence de presse, il avait fait le bilan de ses conversations politiques avec les dirigeants saoudiens, évoquant ensuite les résultats économiques de cette visite. Contrat d'armement, pas de centrale nucléaire, on en avait pourtant parlé. En revanche, c'est la France qui sera chargée d'étudier l'installation d'un centre d'études nucléaires. Voilà pour le concret, y compris bien entendu le renouvellement de notre contrat pétrolier de 3 ans, augmentation du moins dans un premier temps 5%, avec répercussions modérées sur les prix en France. Politiquement, des contacts. Contacts sur une éventuelle reprise de la conférence de la paix à Genève, contact sur une éventuelle reprise de la conférence Nord-Sud. Voilà. Valéry Giscard d'Estaing semble-t-il ravi des cadeaux qu'on lui a fait ici, 2 superbes pur sang arabes. Valéry Giscard d'Estaing
ne ramène pas de contrats spectaculaires dans ses valises. Mais après tout, et c'est lui qui l'a dit encore ce matin, ce n'est peut-être pas là le rôle d'un chef d'État en déplacement à l'étranger. Je voudrais, si vous voulez, dissiper une interprétation qui avait été dans le passé, à mon avis, fâcheusement donnée aux visites officielles des chefs d'État français. Lorsque nous nous rendons dans un pays ami, ce n'est pas pour y accomplir la tâche qui est normalement la tâche des membres du gouvernement ou des entreprises. Signer des contrats, c'est pour la France la responsabilité de membres du gouvernement ou d'entreprises qui contractent. Et le rôle des chefs d'État, c'est d'assurer le développement d'ensemble des relations avec un pays. Naturellement, ce développement s'accompagne d'un climat plus favorable pour la réalisation ensuite des opérations particulières. Et d'ailleurs, je suis persuadé que nos partenaires saoudiens ne s'attendent pas à ce que leur propre chef d'État, leur souverain, le roi Khaled, intervienne dans la signature ou la décision d'un contrat particulier. Élection municipale à Paris, nouvel épisode si je puis dire. Il y a 2 heures environ, M. Jacques Chirac a tenu une nouvelle conférence de presse dans laquelle il a tenu à répéter pourquoi il était candidat. Parce que, selon lui, le danger représenté par la coalition des socialistes et des communistes est plus réel que certains ne le pensent. Et puis, après les déclarations très dures à son encontre, comme celle de M. Poniatowski, M. Chirac a demandé que cessent ces outrances verbales, se refusant pour sa part à engager toute polémique. Enfin, d'une certaine façon, vous allez l'entendre, l'ancien Premier ministre a répondu aux propos tenus hier par le Président de la République. Que se passe-t-il actuellement à Paris? Eh bien, chaque grande tendance d'expression politique présente ses candidats au premier tour. Ce qui permettra à chaque Parisienne, à chaque Parisien, au premier tour, de voter en fonction de ses idées, en fonction de l'idée qu'il ou qu'elle se fait de la capacité des candidats à le représenter et à gérer. Et puis au deuxième tour, naturellement, et en fonction des désistements naturels, au profit du plus favorisé, il y aura le regroupement et le choix offert aux Parisiens entre les tenants d'une société de liberté et les tenants d'une société collectiviste. Quoi de plus naturel? C'est l'esprit de notre loi démocratique, c'est ce qu'on appelle des primaires. Primaires d'ailleurs que le président de la République a toujours préconisées, dont il a rappelé lors de sa dernière conférence de presse qu'elles étaient nécessaires, puisqu'il disait la majorité doit être pluraliste si elle veut gagner les élections. Et il ajoutait le pluralisme conduira à la pluralité des candidats. Alors ce principe étant affirmé, pourquoi tout ce bruit? Serait-ce d'aventure parce que je suis personnellement candidat dans ces primaires? Ce serait alors une attaque personnelle, une agression contre moi. Ce serait une espèce d'exclusive qu'on jetterait à mon égard. Je ne peux pas l'imaginer sérieusement. Et c'est la raison pour laquelle, pour ma part, je dis tout clair que je refuse toute polémique de cette nature et que je poursuivrai l'œuvre que j'ai entreprise pour les Parisiens et pour la liberté, et je demande en grâce que l'on cesse les outrances qui ne servent à rien. Dieu merci, nous sommes dans une république, dans un régime de démocratie. Eh bien, laissons les électrices et les électeurs concernés trancher d'un débat qui en fait est le leur. J'étais hier à Riyad, capitale de l'Arabie Saoudite, et j'ai vu le président de la République parler, sans le citer, sans vraiment le vouloir, dit-il, à son ancien Premier ministre. Tout à l'heure, à Paris, capitale de la France politique, j'ai vu, comme vous, un ancien Premier ministre répondre, sans le citer, à son président de la République. Les deux hommes ne se sont pas parlé, ils se sont frôlés. Étrange dialogue, étrange théâtre d'ombre, où l'hôtel de ville de Paris ressemble un peu trop au palais de l'Élysée. Chacun pince son voisin et fait mine de n'avoir rien. À la demande de Jacques Chirac, le président a dit qu'il était d'accord sur le principe des primaires. Je ne fais que suivre ses conseils, loin de moi l'idée d'aller l'embarrasser. Raisonnement du président, il y a dans le monde des événements beaucoup plus importants que les péripéties électorales de Paris. Je ne veux pas donner l'impression de descendre dans la mêlée.
C'est un peu ce que va faire Olivier Guichard, coordinateur déçu, qui pense qu'en ramenant le problème à une simple élection primaire locale, on apaisera les esprits. Mais le malheur dans tout cela, c'est que dès que l'un ou l'autre veut cicatriser les choses, il y a toujours un petit mot de trop pour réveiller la blessure. Après M. Chirac, donc, M. Dornano a tenu lui aussi aujourd'hui 2 conférences de presse en compagnie de M. Lecanuet puis de M. Max Lejeune venus apporter leur soutien, rappelant à cette occasion qu'il fallait savoir accepter les arbitrages et les sacrifices quand on veut véritablement faire échec à la gauche. En ce qui me concerne, j'ai été désigné comme candidat à la mairie de Paris. Ce dont je souhaite parler, c'est des Parisiens et des Parisiennes, c'est à eux que je parle et je leur présente en ce moment mon programme pour Paris. Et je suis là avec M. Lecanuet et la Fédération de Paris du Centre des démocrates sociaux pour constituer des listes qui soient des listes où soient équitablement représentées toutes les formations de la majorité et au-delà de la majorité qui me soutiennent et pour qu'elles soient constituées d'hommes et de femmes compétents pour gérer Paris. Monsieur le ministre, si en politique fiction, le président de la République vous demandait soit à vous, soit à M. Chirac de vous retirer, qu'est-ce qui se passerait? Écoutez, j'ai déjà rappelé comment j'ai été désigné. J'ai été désigné à la suite des procédures normales de la majorité par M. Raymond Barre, Premier ministre, pour accomplir une mission. Moi, je ne me place jamais dans la fiction. Cette mission m'est confiée, je l'accomplis. Voilà sans doute la suite dans les prochains jours. Le Premier ministre, M. Raymond Barre, a terminé ce soir son premier voyage officiel en province. Hier, il était à Orléans, aujourd'hui, il s'est rendu à Bourges, et tout comme hier, il s'est trouvé en face de manifestants, cette fois-ci des agriculteurs, avec lesquels il a pu engager un début de dialogue, dirons-nous. Pour cette deuxième journée dans le centre, le Premier ministre visitait donc ce matin 3 communes rurales de la région. À Celles-sur-Cher, M. Raymond Barre a écouté pendant 1 heure les doléances des élus de toutes les formations politiques sur le programme d'aménagement rural du Loir-et-Cher. Dans sa réponse, le Premier ministre a souligné l'importance de l'implantation de petites et moyennes entreprises pour fixer la population. Et puis à Aubigny-sur-Ner, près de Bourges, Raymond Barre a retrouvé les manifestants qui, hier déjà, l'avaient pris à partie. Mais cette fois, le dialogue s'est engagé. Très calme, le Premier ministre s'est dirigé vers un groupe d'agriculteurs qui portaient un cercueil et jouaient une marche funèbre. Il a écouté le président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants du centre et lui a fait remarquer qu'il était prêt hier à recevoir les représentants des agriculteurs, mais que ceux-ci avaient refusé de le rencontrer. Le Premier ministre a ajouté qu'il était attentif aux problèmes du pouvoir d'achat des agriculteurs, mais que ce n'était pas dans l'anarchie que les problèmes pouvaient se résoudre. Ce qui est de mauvais goût pour me dire ce que vous venez de me dire. Inlassablement donc, au cours de ces 2 journées de voyage officiel, le Premier ministre a répété qu'il ne veut pas faire de promesses qu'il ne pourrait pas tenir. Son plan est bien établi, il ne veut pas en dévier, quelles qu'en soient les conséquences, même des grèves. C'est bien cette fermeté répétée du Premier ministre qui a amené les syndicats à revoir leur tactique. Qu'ils l'avouent ou non, comme la CFDT, ils se sont rendus compte qu'il était difficile d'attaquer de front la politique de M. Barre et que par ailleurs, trop d'agitation sociale n'était peut-être pas bonne à la veille des élections municipales. C'est donc pour ces 2 raisons confondues que les syndicats ont organisé dans le secteur public et nationalisé des grèves limitées dans le temps entre ce soir et mercredi prochain. Premier mouvement de grève, celui des cheminots. Les syndicats ont lancé un mot d'ordre d'arrêt de travail pour ce soir 20h et jusqu'à jeudi 6h du matin. Conséquence, de sérieuses perturbations sur tout le réseau. Un train sur 4 pour les grandes lignes, un train sur 3 pour la banlieue. D'ores et déjà, un certain nombre de départs sont supprimés. À Paris, par exemple, 4 trains seulement quitteront ce soir la gare de l'Est et 7 sont prévus pour la journée de demain. Un conseil, renseignez-vous en téléphonant dans les gares avant de partir. Grave aussi demain dans les caisses d'épargne, la plupart des guichets de la région parisienne seront fermés. Jeudi, ce sont les fonctionnaires qui cesseront le travail. Conséquence, des perturbations dans la distribution du courrier et un jour de congé supplémentaire pour les écoliers et les lycéens. Des garderies sont toutefois prévues dans la plupart des établissements scolaires. Jeudi aussi, grève des navigants et des personnels au sol d'Air France. De nombreux vols seront sans doute annulés. Lundi 1er février, risque de grève dans les charbonnages. Les syndicats menacent de cesser le travail si les négociations prévues avec la direction ne débouchent pas sur un accord. Mardi, ce sont les gaziers et les électriciens qui seront en grève, des coupures à prévoir tout au long de la journée. Cette semaine d'action dans le secteur public et nationalisé risque de se prolonger dans le courant du mois de février. Pour protester contre le plan Barre, la CGT, la CFDT et la Fédération de l'éducation nationale organiseront au milieu du mois prochain une série de mouvements sur l'emploi et les salaires.
Depuis hier, les grands couturiers français présentent leur nouvelle collection. Et a priori, pour nous, les maris, cette année, cela risque de nous coûter moins cher, puisqu'un certain nombre d'entre eux ont décidé de raccourcir les robes au-dessus du genou, pour être à la mode. Il suffira donc de faire un ourlet, mais ça c'est un argument masculin, les femmes estimant en général qu'il est aussi difficile de raccourcir que de rallonger, et qu'en définitive, il vaut mieux finalement acheter du neuf. Chaque année, une fois par an, l'emploi tous les hommes. Comment vont-ils nous les rendre, ces femmes qui sont parfois les nôtres, parfois aux autres, et qui toutes ou presque aujourd'hui prétendent qu'elles s'habillent pour elles seules? Pourtant, la mode, je veux dire les changements de la mode, intéressent les hommes au moins pour 3 raisons. La première, on passe vite, c'est le côté « combien ça va coûter le tu sais chérie, je n'ai vraiment plus rien à me mettre ». La seconde, plus fugitive, le fait, durant quelques jours, d'entendre parler couleurs, formes, lignes, longueurs surtout, au lieu de politique, pétrole, crise et inflation. Mais la troisième raison est la plus importante, c'est la curiosité de savoir comment, quelques mois plus tard, vont nous apparaître, non plus dans les magazines aux pages glacées, mais chez soi, au bureau, dans la rue, ces silhouettes de femmes qui, quoi qu'on dise et quoi qu'elles se défendent, restent au même titre qu'une matinée qui commence bien ou le sourire d'un ami, restent le plaisir de l'œil et le goût de la vie. Depuis quelques années, on en a beaucoup subi. Les machins marronasses ou verdâtres ou même tout à fait rouilles, les robes qui écrasaient le haut et puis qui gonflaient le bas, les pendouilleries qui dissipaient le regard, les jupes culottes façon armée des Indes, etc. Le vertige, on virait ailleurs. Cette année, c'est cadeau. Je suis allé, j'ai vu même sur ces silhouettes étranges, légères, dansantes que sont les mannequins, maquillées, absentes, mais nettement moins désincarnées qu'avant. J'ai vu des ouvertures honnêtes, des coupes qui le sont moins, des couleurs qui ouvrent l'œil, des transparences, plein de mailles, c'est pour l'été. Mais j'ai vu surtout un poil au-dessous du genou, des tissus qui dansent, qui dessinent, qui bougent, des promesses de rire. En somme, un peu comme si on retrouvait une femme après un long voyage. Le vice-président américain Walter Mondale s'est entretenu pendant 2 heures avec le chancelier Helmut Schmidt. Les 2 hommes, entourés de leurs principaux collaborateurs, ont discuté de la politique de relance de l'économie de leurs 2 pays, ainsi que du projet de sommet économique. Il est à noter que l'entrevue avec M. Mondale a eu lieu le jour même où le New York Times publiait une déclaration de M. Schmidt affirmant « Je n'ai pas à recevoir de leçons d'économie de la part des États-Unis ». Le prix Nobel de la paix, Andrei Sakharov, a été informé aujourd'hui par un magistrat instructeur qu'il était passible de poursuites criminelles. C'est ce qu'a annoncé son épouse Elena Bonheur. Il est accusé d'avoir publiquement affirmé que les autorités soviétiques pouvaient avoir joué un rôle dans l'explosion survenue dans le métro de Moscou. L'Autrichienne Brigitte Aberschatter-Töchnik remporte aujourd'hui la descente de Crans-Montana, comptant pour la Coupe du Monde avec le temps de 1 minute 28 secondes 73 centièmes. Elle précède l'Allemande de l'Ouest Evi Mittermeier en 1 minute 28 secondes 90 centièmes. L'Autrichienne Anne-Marie Moser-Pröll est 3e en 1 minute 29 secondes 5 centièmes. Voilà, toujours en sport, 2 brèves. Après les premières épreuves du parcours commun du 45e rallye de Monte-Carlo, c'est toujours Sandro Munari, l'Italien, qui est en tête ce soir sur sa Lancia Stratos. Un premier abandon sérieux, celui de Guy Fréquelin. Et puis, à propos des championnats de patinage artistique, championnat d'Europe de patinage artistique qui commence aujourd'hui, un forfait français, celui de Jean-Christophe Simon, l'espoir français de 16 ans, qui renonce pour cause de maladie et qui est remplacé par Christophe Boyadjian. Mardi dernier éclataient au Caire des émeutes durement réprimées par l'armée. Mais dans le même temps, le gouvernement annulait les hausses de prix de produits alimentaires à l'origine de ce mécontentement. Ce soir, une semaine après ces événements, les envoyés spéciaux d'Antenne 2, Philippe Rochaud et Jean-Louis Saporito, vont faire le point sur la situation actuelle de l'Égypte. Car si, comme cela est l'habitude en Égypte, le gouvernement de M. Sadat rejette la responsabilité des troubles de la semaine dernière sur des éléments extérieurs, cette fois-ci des communistes venus de Libye, il ne faut pas se cacher que la plus grande part de responsabilité dans cette affaire revient tout de même aux dirigeants égyptiens qui n'ont toujours pas réussi à assurer, dirons-nous, le véritable décollage économique de ce pays.
La ville du Caire a rapidement retrouvé sa vie normale et ses embouteillages. Face à l'intervention de l'armée, les Égyptiens ont préféré pour l'instant contenir leur colère. En suspendant les augmentations stupéfiantes des prix, le président Sadat a peut-être gagné la première manche. Mais sa décision n'a pas pour autant résolu les problèmes économiques où se débat encore le pays. Le régime a été secoué, armée et population se sont affrontés et la libéralisation a subi un coup dur avec l'arrestation de près de 2000 personnes. Même avec le blocage des prix, les Égyptiens ont encore plus d'une raison d'être mécontents et la révolte peut reprendre à tout moment. Cet homme explique qu'il a participé aux dernières manifestations parce qu'il gagne 7 francs par jour. Et il doit se nourrir matin et soir d'un maigre plat de pâtes à 1 franc dans un restaurant ambulant. Car 1 kilo de viande au Caire coûte 25 francs. Pas question d'en manger tous les jours. De toute façon, les bouchers ne sont ouverts que 3 fois par semaine. L'Égypte ne connaît certes pas la famine, mais pour cette population, le pain reste la nourriture de base et l'État doit maintenir son prix à 10 centimes le petit pain pour éviter les émeutes. Pour l'Égyptien, un impératif, se nourrir au plus bas prix. Le salaire moyen est en effet de 250 francs par mois et le coût de la vie a déjà doublé en 2 ans. Mais les restrictions ne touchent pas uniquement les classes défavorisées. Dans la banlieue du Caire, un couple de la petite bourgeoisie égyptienne. Ils sont tous deux professeurs. Avec 2 salaires, ils peuvent vivre dans un petit appartement 2 pièces à 3/4 d'heure du centre-ville. Mais comme tout le monde, ils doivent subir le rationnement. Vous savez qu'on a des rations mensuelles. Toute famille a droit à une certaine ration de sucre, d'huile, de riz. Et pour la dépasser, on a de la difficulté à trouver ces denrées en question. Je vais vous donner un exemple. On achète d'habitude le riz, le sucre pour 10 piastres le kilo. Si jamais on dépasse la dose donnée par l'État, qui est subventionnée, on paye le kilo 26 piastres, 25 piastres. Les millions de dollars qu'ont investis les pays du pétrole dans la construction de la nouvelle Égypte n'ont pas suffi à redresser son économie. Ces hommes qui travaillent sur les chantiers du Caire pourraient gagner 20 francs par jour. Mais aujourd'hui encore, la moitié du salaire des Égyptiens passe dans les dépenses militaires. L'Égypte doit payer aussi une dette extérieure de 40 milliards de francs et l'État ne peut plus soutenir les prix pour aider cette population à survivre. Ça fait 20 ans que l'Égypte bloque ses prix, plus ou moins, en réévaluant. Et c'est une économie de subvention, de toute façon. Pendant des années, l'Égypte a subventionné le sucre, le pain, pour garder des prix plus ou moins fixes, de manière à ce que tout le monde puisse manger. Il faudrait qu'il y ait un plan Marshall, à mon avis, qui vienne naturellement des pays arabes, mais également qui vienne un petit peu de l'Occident. Et ça serait une collaboration entre les pays d'Orient et d'Occident pour reconstruire l'Égypte. L'Égypte est une capitale politique importante au Moyen-Orient. Il y a un poids politique à l'Égypte qui va au-delà de l'importance économique, ou qui complète. Et donc, s'il n'y a pas une structure économique forte et stable, c'est une menace pour toute la région. Il y a le pétrole dans la région. Mais en regardant les dégâts des dernières émeutes, les Égyptiens pensent qu'une nouvelle aide extérieure ne saurait enrayer une autre vague de colère. Pas plus d'ailleurs que l'intervention de l'armée, qui est devenue la béquille du régime depuis ces derniers événements. L'Égypte de Sadat s'efforce de calmer sa population. C'est la prière de midi au Caire. Pour la première fois, les prédicateurs sortent aujourd'hui de leur neutralité politique pour dénoncer le communisme, principal accusé dans les dernières émeutes, et demandent aux Égyptiens de se tourner vers Dieu. Le monde arabe, inquiet d'un revirement politique en Égypte, promet de lui venir en aide. Mais la paix au Moyen-Orient est peut-être remise en cause, car un régime menacé ne saurait être reconnu à la conférence de Genève. La météo, pour terminer. Demain, la zone pluvieuse située actuellement sur la France s'éloignera rapidement vers l'Italie et l'Allemagne. Elle sera suivie par un temps variable qui, débutant le matin sur la Bretagne, gagnera ensuite l'ensemble du pays. Les vents seront forts sur la moitié nord avec des rafales atteignant la tempête sur les côtes parfois même dans l'intérieur.
Malgré une baisse, les températures resteront élevées pour la saison. Voilà, ce journal est terminé. Au nom de toute la rédaction d'Antenne 2 qui l'a préparé, je vous souhaite une excellente soirée. Mais avant de nous quitter, le rappel des principaux titres. Bonsoir. Gouvernement et opposition condamnent la vague de violence. Jacques Chirac refuse toute polémique et poursuit son action pour les municipales de Paris. Demain, grève à la SNCF, jeudi dans la fonction publique et à Air France. Flou et féminité, les grandes tendances de la mode 77. À 23h35, la dernière édition du journal d'Antenne 2.